Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous en ai parlé il y a quelques temps, j'ai envie de refaire des vidéos sur Walt Disney World, voilà. Mais je me suis dit qu'avant de me lancer dans le sujet et de vous donner tous les conseils que je peux vous donner au sujet de Walt Disney World justement, ça pourrait être pas mal de faire une petite remise en contexte et de vous expliquer ce que c'est que Walt Disney World, parce que c'est juste la plus grosse destination de tourisme Disney au monde et il y a beaucoup de choses à dire. Et avant que vous ne soyez perdus, faisons un petit point sur ce qu'est Walt Disney World. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, il y a plusieurs choses à savoir sur Walt Disney World. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la taille de la destination. Il faut savoir que l'ensemble du complexe touristique est aussi grand que la ville de Paris. Rien que ça. Donc évidemment, à partir de là, il y a quand même beaucoup de choses à connaître, à retenir, et on n'improvise pas vraiment un séjour à Walt Disney World comme ça sur un claquement de doigts. C'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance. Pour certains, c'est une destination de voyage de noces. Pour d'autres, c'est une destination d'une vie. Clairement, c'est le voyage d'une vie. Pour d'autres, c'est carrément, ils ont de la chance d'ailleurs, la destination de vacances par excellence chaque année. Voilà. On a tous un petit peu notre vision de Walt Disney World. Moi, j'ai eu la chance déjà d'y aller plusieurs fois. Et avant de vous donner des conseils et surtout de vous faire un top, etc. et vous partager mon expérience, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé là-bas, j'ai vraiment envie d'éclaircir un petit peu le sujet parce que je vois bien dans vos commentaires quand je fais des vidéos sur Walt Disney World que c'est pas clair pour tout le monde. Mais c'est normal, parce que c'est vraiment immense. Donc Walt Disney World, comme je vous l'ai dit, c'est grand comme la ville de Paris. Ça se situe où? Ça se situe en Floride. C'est un état américain, évidemment, qui est situé sur la côte atlantique. Donc pour y aller depuis chez nous, il n'y a pas d'autre solution, à moins que vous ayez une fusée dans votre jardin, du coup ça sera l'avion. Et surtout, vu que c'est aux États-Unis, il va vous falloir un ESTA. L'ESTA, c'est le visa payant que vous êtes obligé d'obtenir quand vous êtes résident hors États-Unis pour pouvoir accéder au sol américain. Voilà, donc c'est un visa qui est payant, qui est valable pendant 2 ans, voilà, à partir du moment où vous l'avez fait, et pour le faire, il vous faut un passeport. De remettre les choses un petit peu dans l'ordre, on peut pas aller en Floride comme on va à Londres. Si jamais c'était pas clair pour tout le monde, hein. Mais je pense que c'est un peu acquis quand même tout ça. Alors, pour vous parler de Walt Disney World, j'ai quand même été... J'ai été chercher tous mes plans, voilà, j'ai ressorti tous mes plans de mes voyages passés, mes programmes machin et tout ça parce que je me suis dit que ça serait plus facile quand même de vous partager ce genre d'informations aussi ici. J'ai fait les choses un petit peu par catégorie, donc maintenant que je vous ai dit où se trouvait Walt Disney World, on va parler de quand vous pouvez y aller. Alors, il n'y a pas vraiment de bonne saison ou de mauvaise saison à Walt Disney World, franchement, c'est tellement kiffant en fait quand on y va que peu importe le moment de l'année où vous allez y aller, vous allez aimer. Bon, évidemment, si vous avez prévu de faire tout ce qui est parc aquatique et tout ça, tout ce qui est saison hivernale, faut quand même éviter, hein. Donc décembre, janvier, février, mars, c'est pas terrible, hein, pour aller faire les parcs aquatiques. Mais au-delà de ça, ça fonctionne pas exactement comme chez nous. Alors évidemment, ils ont les saisons thématiques, comme on peut les avoir nous à Disneyland Paris, à savoir bien sûr Halloween et Noël. Voilà, ça c'est des trucs, ça revient tous les ans. Et il faut savoir aussi que pour les saisons d'Halloween, eux, ils ont plusieurs soirées d'Halloween, voilà, ce qui n'est pas notre cas. En même temps, je dis ça, mais la dernière fois, on en avait 2, donc bon. À Walt Disney World, ils organisent plusieurs soirées d'Halloween. En général, ça commence même début septembre, voire mi-août. Je crois certaines années, ça a été organisé fin août quasiment. Si vous avez de la chance et que vous y allez au mois de septembre, potentiellement, vous pouvez faire une soirée Halloween. Par contre, il faut savoir que le mois d'août et le mois de septembre, c'est le mois un peu des ouragans. Oui, c'est le problème, hein, en Floride. Voilà, c'est le souci là-bas. Le climat, c'est particulier. Donc le mois d'août et le mois de septembre au niveau des ouragans, c'est un peu au petit bonheur la chance, hein. L'avantage du mois de septembre, c'est que tu payes vraiment pas cher tout ce qui est transport et hôtel. Le problème, c'est que t'as quand même une chance sur 2 de te taper un ouragan. C'est de la pluie, du vent, de la pluie, du vent, de la pluie, du vent, et potentiellement un confinement dans ton hôtel. Non mais c'est pas à chaque fois comme ça, hein. Bon, sinon après ce qu'il faut retenir aussi des saisons que vous allez avoir à Walt Disney World, au-delà des saisons d'Halloween et de Noël qui sont des saisons récurrentes, la majorité des saisons se passent surtout sur le parc d'Epcot. Donc on va revenir après sur le détail des parcs. Et vous allez avoir le Flower and Garden qui a lieu au printemps, vous avez le Food and Wine qui a lieu à l'automne, et en hiver, donc janvier, février, mars, vous allez avoir le Festival of the Art qui est super canon, franchement il est très très beau. Moi j'hésite vraiment la prochaine fois que j'irai à Walt Disney World entre celui-là et le Food and Wine parce que j'aime bien les saisons d'Epcot, elles sont sympas, on mange toujours bien, on boit des trucs cool, c'est beau, donc voilà, c'est le petit bonus quoi. Mais bon, sinon les autres saisons elles ont lieu principalement sur le Magic Kingdom. Bon alors, avant de vous parler des parcs, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus, on va quand même parler rapidement de tout ce qui va être infrastructure en termes de logement, de transport, de tout ça, parce que clairement en fait quand tu vas à Walt Disney World, tu n'y passes
ou alors c'est dommage un petit peu parce que tu passes clairement à côté de la destination, mais tu passes pas seulement une journée. Voilà. De toute façon, tu peux pas faire tous les parcs en une journée, c'est pas possible, ça rentre pas, ne serait-ce que parce qu'ils sont trop éloignés les uns des autres et qu'en gros, tu mettrais plus de temps à y aller qu'à profiter vraiment des parcs. Après, voilà, hein, c'est un défi comme un autre, pourquoi pas, hein, mais je vous conseille pas particulièrement de le faire. Donc au niveau des hôtels, ils ont 21 hôtels. Ah, faut savoir que nous à Paris, on en a que 7. Hein. Et puis 7, pas très grand. Par rapport à là-bas, franchement, c'est rien. Hein. Je veux dire, là-bas, le Newport, il est petit comparé aux autres. Donc ils ont 21 établissements qui sont répartis sur 5 catégories. La première catégorie, c'est la value. La value, c'est les hôtels les moins chers de la destination. Il faut savoir que tous les hôtels, par contre, même les moins chers, sont équipés de piscines extérieures. Voilà, c'est pas des piscines intérieures, elles sont pas chauffées, ce sont des piscines extérieures et ils en ont plusieurs pour chaque établissement. Les value, pardon, ce sont les hôtels les moins chers de la destination. Dans les value, vous allez avoir les All-Star Movie, All-Star Music, All-Star Sport, vous avez aussi le Pop Century Resort et le Art of Animation Resort, celui que j'avais fait la dernière fois où j'ai été à Walt Disney World. D'ailleurs, c'est celui-là que vous avez vu en vlog, j'avais fait un hôtel tour là-bas, donc je vous le remettrai juste là-haut si vous voulez retourner jeter un œil, et clairement c'est un hôtel que moi j'ai adoré. C'est le plus cher des hôtels value malheureusement, mais à mon sens c'est aussi le plus beau, donc voilà, en termes d'expérience, à moins que vous alliez vraiment à l'hôtel que pour dormir et que vous souhaitez pas du tout passer du temps, que ce soit à la piscine, sur les soirées, au resto, au bar ou quoi, c'est que pour ça franchement prenez-en un vraiment pas cher dans les All-Stars, ça suffit, mais sinon le Art of franchement il est vraiment cool. Ensuite vous avez la catégorie Moderate, donc là c'est vraiment le milieu de gamme, c'est ce que ça veut dire d'ailleurs. En fait le value c'est un peu l'équivalent du Cheyenne Santa Fe chez nous, avec des piscines en plus. Le Moderate, c'est l'équivalent du Sequoia en termes de prestations, hein, mais un peu mieux, mais c'est à peu près ça. Et après, vous allez voir le Deluxe, c'est l'équivalent du DLH ou du coup du New York qui va arriver là très prochainement avec le thème Marvel. Donc le Moderate, là, vous allez avoir plusieurs établissements. Vous avez le Caribbean Resort, vous avez le Port Orleans Riverside et le Port Orleans French Quarter. Donc ils font à peu près partie de la même zone, mais c'est juste le thème des chambres et des lieux communs qui diffèrent un petit peu. Et vous avez aussi le Coronado Springs qui est très populaire, notamment auprès des Européens. Dans la catégorie Moderate, vous avez aussi les bungalows du Fort Wilderness. En fait, dans le Fort Wilderness, vous allez avoir un hôtel de luxe, vous allez avoir une partie, ce qu'ils appellent campground, donc en gros, c'est là où vous allez pouvoir venir avec votre camping-car géant. Bon, je pense pas que vous preniez ça dans votre avion, donc vous, ça vous concerne pas forcément. Mais vous avez aussi donc les bungalows, un peu comme on peut avoir nous au ranch de Vic Rocket à Paris. On passe à la catégorie de luxe. Attendez, parce que du coup, il y en a plein. Alors, je reprends ma liste. Il y a le Animal Kingdom Lodge. Donc là, c'est pareil, j'avais fait un hôtel tour là-bas. Si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donne et rêver un petit coup, parce que franchement, il est vraiment canon cet hôtel. Je vous le remets juste là-haut. Vous avez le Polynesian Village aussi, qui est super beau, qui est inspiré un peu de ce que vous allez retrouver à Hawaï, etc. En termes de thématisation, c'est canonissime. Vous avez donc le Grand Floridian qui ressemble au Disneyland Hotel chez nous. Le Contemporary Resort, c'est pas très facile à prononcer. Le Contemporary Resort, qui lui est un hôtel qui a un design beaucoup plus, j'allais dire contemporain, mais contemporain en plus, genre façon années 80, hein, parce que aujourd'hui, vite fait contemporain. Hein. Le Contemporary Resort qui a un design qui est très différent, qui est lui beaucoup plus, pour le coup, ouais, rétro, je dirais. C'est pas si contemporain que ça en fait, mais c'est rétro de luxe. Moi en vrai, j'aimerais beaucoup faire cet hôtel un jour parce que je le trouve très sympa, mais c'est vraiment ce côté un peu vintage de luxe que j'aime bien. Quoi. Vous avez donc le Yacht Club qui ressemble au Newport Bay Club, le Wilderness Lodge qui ressemble au Sequoia mais en beaucoup mieux, et est-ce que j'en ai oublié un? Le Boardwalk Inn, voilà, qui a l'air lui aussi très sympa et qui reprend un peu le thème des piers. Donc ce qu'on appelle les piers, c'est un peu les jetés, ce qui donne sur les bords de mer justement aux US. Vous avez aussi donc le Wilderness côté camp, comme je vous ai expliqué, qui sert pour ceux qui viennent en camping-car, et il y a aussi le Disney Vacation Club qui est là un système de résidence de vacances un peu à l'américaine. C'est un système très particulier qui est pas accessible à tout le monde. Voilà, donc ils ont quand même beaucoup d'hôtels, hein. En termes de choix, on est pas mal. Au niveau des piscines, comme je vous l'ai expliqué, tous les hôtels, vraiment, toutes catégories confondues, ils sont équipés de piscines et de plusieurs piscines. En général, vous avez la piscine principale qui est assez fat, franchement, elle est immense, elle est super bien thématisée et tout, elle est très très belle. Vous en avez des
très canon, celle du Harthof elle est trop belle, celle du Coronado Springs aussi avec sa pyramide un peu Maya, etc. Enfin voilà, les piscines là-bas principales sont vraiment superbes. Et après, comme on va dire, la superficie en fait des établissements et votre chambre peut être située quand même assez loin finalement de l'entrée principale de votre hôtel et que vous pouvez potentiellement avoir la flemme d'aller à la piscine principale, il y a des plus petites piscines qui sont situées un petit peu partout sur le domaine en tout cas de votre hôtel. Donc il y a certains établissements qui ont carrément 4 ou 5 piscines, voilà, selon la taille et la répartition en fait des bâtiments. En général, c'est plutôt 3 piscines en tout, hein, par hôtel. Chaque hôtel est donc équipé aussi d'un food court. Ce qu'on appelle le food court, en gros, c'est la partie restauration. Alors, c'est pas un restaurant à proprement parler, parce qu'à l'intérieur, vous allez pouvoir prendre à manger le matin, le midi, je suis pas sûre, mais le soir, voilà. Et vous allez avoir plusieurs stands, en fait, plusieurs possibilités, plusieurs options qui vous sont proposées en fait. Vous allez pouvoir manger soit des plats plus ou moins élaborés, soit du fast food, soit de la pizza, du burger, de la junk food, soit des glaces, soit des céréales, soit quelque chose de super healthy. Donc il y a beaucoup de possibilités. C'est pour ça que c'est un food court, parce que clairement, franchement, en une semaine, vous pouvez manger 7 fois des choses différentes le soir. Il y a énormément d'options. C'est ça qui est super agréable et qui est terrible pour la ligne, parce que t'as envie de tout tester. C'est affreux. Parce que ne serait-ce que pour ton petit déjeuner, tu vas avoir le choix entre la formule classique de l'américain, tu vois, bacon and egg, tu vas avoir les gaufres, Mickey, tu vas avoir les viennoiseries, tu vas avoir les bagels, tu vas avoir ceux qui se prennent des burgers aussi le matin, tu vas avoir les omelettes, tu vas avoir des croques, il y a tellement de choses, voilà. Sans compter en plus les snacks, les céréales, les trucs qui sont dispo dans les frigos, les boissons, tous ces trucs-là. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Et ça, c'est que le petit déjeuner. Donc t'imagines, tu déclines ça en version dîner. C'est affreux. Le petit déj, t'as aussi des smoothies. Tu peux te faire un truc super protéiné. Enfin, ah non, c'est... Ah non, mais moi j'ai pris, je vous dis même pas combien, hein, la dernière fois. Mais parce que je suis gourmande et c'est terrible. Le truc génial aussi quand t'es en hôtel, c'est vraiment trop pratique ça, c'est le refillable mug. Voilà, je sais pas si je le prononce très bien, mais en gros, c'est une tasse qui va te permettre de prendre autant de boissons que tu veux pendant toute la durée de ton séjour uniquement dans l'hôtel, parce que une fois que t'es sur les parcs, tu repayes encore, malheureusement. Après, je crois qu'ils ont sorti des versions un petit peu premium du mug où tu rajoutes 10 € et du coup tu peux l'utiliser ailleurs, ou quoi. Enfin 10 €, 10 dollars, Maureen, et tu peux l'utiliser du coup ailleurs. À Universal aussi, il y avait ça, si tu rajoutais de l'argent, tu pouvais l'utiliser sur le parc aussi. Bon, j'avoue que j'ai pas trop suivi à ce niveau-là, mais en gros, déjà, quand tu prends le refillable mug à Walt Disney World, tu peux te prendre autant de fois que tu veux du thé, du café, des boissons chaudes, froides, des softs, que des softs par contre, très important, dans les distributeurs du coup qui sont au food court justement, et donc c'est toutes les boissons Coca, il y a de la Powerade aussi, des jus de fruits, etc. Et puis bien sûr, du thé, du café, du chocolat chaud, etc. etc. Ça c'est quand même vachement pratique, ça coûte 19 $, et franchement au prix de la boisson, en vrai, tu l'as rentabilisé en 2 jours là-bas. Voilà, ah si, il y a un autre truc aussi que je voulais vous dire aussi à propos des hôtels. Donc chaque hôtel, comme chez nous à Paris, dispose d'une boutique. Mais là où la boutique à Paris, elle fait approximativement 50 mètres carrés, voilà, la boutique à Walt Disney World, elle fait approximativement 200 ou plus, 250 mètres carrés, voilà. À l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver de tout, mais littéralement de tout. C'est-à-dire que vous allez avoir des jouets, du prêt-à-porter, des maillots aussi, si t'as oublié ton maillot pour la piscine, ce qui va être aussi accessoires, souvenirs, magic band, etc., etc. Tout ce qui va te servir aussi dans ta chambre d'hôtel, tout ce qui va être shampoing, savon, tous les soins aussi pour les enfants, des couches, du linge, de change, de... tout, tu vois, des trucs, des protections féminines, il y a littéralement tout. Et t'as aussi du coup à manger si tu veux te préparer ton petit déjeuner dans ta chambre d'hôtel, tranquille, parce que du coup t'as des chambres d'hôtel qui, comme chez nous, sont équipées de cafetières, et là, enfin de théière en l'occurrence, et du coup tu peux te faire ton petit déj tranquille dans ta chambre. Donc tu t'achètes ton pain de mie, ton beurre de cacahuète, ta confiture, tes gâteaux, tout ce que tu veux, ton popcorn, tout, tes fruits, ton chocolat, ils ont des trucs trop bien en plus, franchement ça donne trop envie. T'achètes tout ça à la boutique de ton hôtel, tu rentres avec dans ta chambre et tu te fais ton petit déj tranquille avant de partir et d'aller prendre ta navette qui du coup t'attend à la sortie de l'entrée principale de l'hôtel, direction du parc de ton choix. Donc tous les hôtels disposent d'une navette par parc en fait.
Donc en fonction du parc où vous souhaitez aller dans la journée, bah, vous prenez du coup la navette qui va soit à Epcot, soit Magic Kingdom, soit Animal Kingdom, etc. etc. Alors le plus compliqué c'est d'aller dans les parcs aquatiques parce que des fois il faut faire des correspondances. Il faut s'arrêter à Disney Springs par exemple pour aller après à Typhoon Lagoon. Mais globalement c'est quand même très simple et assez rapide d'accès. Surtout c'est gratuit, précisons les navettes sont gratuites là-bas. Avant de passer sur les parcs et les attractions, on va parler justement des transports. Alors au niveau des transports il y a énormément de possibilités à Walt Disney World. Vous allez avoir bien sûr les navettes comme chez nous, comme je viens de vous expliquer, une navette par parc et par hôtel, pardon. Vous allez avoir aussi des bateaux selon l'hôtel où vous êtes. Par exemple, moi quand j'étais au Riverside, je pouvais aller à Disney Springs, qui est genre le Disney Village, mais en immense, de Walt Disney World. Voilà, vous pouvez y aller en bateau. Vous avez depuis 1 an ou 2 maintenant le Skyliner qui lui dessert les hôtels Pop, Caribbean, Art of et Riviera aussi, et qui va en direction d'Epcot et de Disney Hollywood Studios. Ça c'est quand même assez cool à prendre. Et il y a bien sûr le moyen de transport le plus mythique de Walt Disney World, c'est le monorail. Ça c'est le truc genre t'es obligé, faut que tu prennes le monorail quand tu vas à Walt Disney World, c'est la base. Tu peux pas repartir si tu l'as pas pris. Sinon ça veut dire que ton séjour il est pas complet. Je crois que je vous ai tout dit, voilà. Donc on va pouvoir passer à la partie qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire les parcs à thème. Alors Walt Disney World, qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand complexe touristique Disney du monde. Là-bas, vous allez avoir 4 parcs à thème et 2 parcs aquatiques, voilà, et donc les 21 hôtels que je viens de vous dire, et les boutiques, et je ne les compterai pas parce qu'il y en a beaucoup trop. C'est comme les restaurants, voilà, je pense qu'on dépasse largement les centaines. 4 parcs à thème, Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot, Disney Hollywood Studios. 2 parcs aquatiques, Typhoon Lagoon et Blizzard Beach. Alors on va commencer par les parcs à thème, on va commencer par le plus simple, c'est Magic Kingdom, c'est le premier qui a ouvert à Walt Disney World en 1971. Donc le Magic Kingdom c'est clairement celui qui ressemble le plus à notre parc Disneyland à nous. C'est la formule Disney de base qui est dupliquée un petit peu partout dans le monde. Vous allez avoir un Magic Kingdom à Tokyo, vous en avez un à Hong Kong, vous en avez un à Shanghai, vous en avez un à Californie, il y en a un chez nous. Et donc il y a celui-ci qui porte bien son nom, en Floride. Le deuxième parc qui a ouvert en 1982, c'est Epcot. Epcot, c'est un mélange entre le monde du futur et le World Showcase, donc c'est un espèce de showroom où vous allez pouvoir traverser, ou en tout cas découvrir les différentes cultures du monde d'un pavillon à l'autre. On va y revenir juste après. Le troisième parc qui a ouvert en 1989, c'est Disney Hollywood Studios, donc c'est un peu ce à quoi les Walt Disney Studios auraient dû ressembler si on avait eu beaucoup plus d'argent à l'époque quand il est sorti de terre chez nous. Et là, vous allez pouvoir retrouver des attractions comme Star Wars, Star Tours, Galaxy's Edge, etc., etc. On va y revenir là aussi. Et enfin, le quatrième parc à thème qui a ouvert, c'est Animal Kingdom. Celui-là, il a ouvert en 1998 et c'est là-bas que vous allez retrouver le land Avatar. Et on va y revenir là aussi parce que clairement, c'est un must-do. Évidemment. Les 2 autres parcs, donc Typhoon Lagoon et Blizzard Beach, ce sont des parcs aquatiques. Là aussi, c'est super sympa franchement à faire, surtout si vous y êtes à un moment de l'année où il fait très chaud à partir du printemps, tout l'été aussi et une partie de l'automne chez nous. C'est une expérience à part, ça n'a rien à voir avec les parcs aquatiques que vous avez pu faire en France, donc moi je vous conseille vraiment de leur accorder une journée, peut-être pas à chacun, mais choisissez-en un. Et allez-y parce que ça n'a rien à voir avec les Aqualand ou quoi qu'on peut avoir chez nous. C'est radicalement différent et c'est super beau. Bon, on est encore sur une vidéo qui dure super longtemps, mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, à force vous avez l'habitude, mais de toute manière, il fallait vraiment faire un topo sur Walt Disney World. Donc, les parcs à thème. Magic Kingdom. Magic Kingdom, donc c'est le premier parc qui a ouvert. Là-bas, vous allez retrouver le plus d'attractions. C'est dans celui-là qu'il y a le plus d'attractions, forcément, parce que c'est le plus ancien. Vous avez 20 attractions et plein de spectacles, évidemment. Vous avez, comme chez nous, des spectacles de projection sur le château le soir. Donc c'est le château de Cendrillon, il me semble, là-bas. Donc ça, tous les soirs, vous allez retrouver ça aussi, hors période Covid. Hein. Voilà, ça compte pas, hein, on est d'accord. Moi, je dis la vie, c'est une parenthèse, hein. Or tout ça, ça reprendra normal. Et vous avez surtout des attractions qui sont cultissimes, qu'il faut absolument faire parce que vous en avez entendu parler partout et que vous allez pouvoir les découvrir là-bas parce qu'elles n'existent pas chez nous. Voilà. L'intérêt, alors je sais pas, après chacun voit midi à sa porte, mais pour moi l'intérêt d'aller dans un parc étranger, c'est de faire des attractions qu'on n'a pas chez nous. Voilà. Après tu peux en faire certaines pour comparer et pour te rendre compte, notamment si vous allez faire It's a Small World à Magic Kingdom en Floride, vous allez voir à quel point le nôtre est beaucoup mieux. Hein. Voilà. Ça, je dis rien. Mais à Magic Kingdom en Floride, vous allez retrouver notamment Jungle Cruise,
Big Thunder Mountain, évidemment, qui lui, là-bas, n'est pas sur une île. Vous avez Splash Mountain, évidemment, qui va être rethémé là sur La Princesse et la Grenouille prochainement. Voilà, qui va perdre son thème original basé sur Mélodie du Sud parce que, bah voilà, hein, pour la polémique qu'on connaît. Vous allez retrouver, évidemment, Pirates des Caraïbes. Vous avez aussi Haunted Mansion. Donc, si vous avez regardé ma vidéo sur Phantom Manor, vous devez savoir que Phantom Manor et Haunted Mansion ne sont pas si similaires que ça finalement et que ça vaut le détour quand même, ça vaut le coup d'œil. Allez-y franchement, comme ça vous pourrez noter un petit peu les différences entre les deux attractions. Au Magic Kingdom, c'est aussi là-bas que vous allez retrouver Seven Dwarf Mine Train, donc c'est l'attraction sur Blanche-Neige et les 7 nains mais en version un peu sportive façon BTM à Disneyland Paris. C'est clairement ce rythme-là et c'est vraiment très sympa. Vous allez aussi The Many Adventures of Winnie the Pooh, donc l'attraction Winnie obligée, tu l'as fait tellement elle est mignonne, franchement c'est un must do aussi. Et vous allez également retrouver l'attraction de la Petite Sirène, celle qu'on aurait dû avoir à Paris et qu'on n'a malheureusement jamais eu. Si vous allez à Tomorrowland, qui est donc la version futuriste, ou en tout cas la version floridienne de notre Discoveryland, vous allez retrouver bien sûr Space Mountain, qui, spoiler alert, est beaucoup moins bien que chez nous, même si chez nous en ce moment, à Hyper Space Mountain c'est pas terrible, mais bon, là-bas c'est encore moins bien. Parce qu'il n'y a pas de sensation en fait, le nôtre il est vraiment costaud, là-bas tu t'ennuies un peu quoi, mais bon, faut le faire on va dire, pour... parce que, comme ça tu sais. Et vous avez surtout mon attraction préférée, allez j'en ai deux là-bas à Tomorrowland, c'est The Carousel of Progress. C'est là-bas que vous allez retrouver la fameuse chanson The Great Big Beautiful Tomorrow, qui est une chanson mythique des frères Sherman, voilà, qu'on entend un petit peu partout justement dans l'univers Disney. Et le People Mover, j'adore ce truc-là, c'est un petit véhicule qui te fait faire le tour justement de Tomorrowland et ça te donne une vision un peu en hauteur du land, c'est super sympa et en plus tu passes dans des petits passages secrets, c'est vraiment cool. Donc là aussi c'est quelque chose que je vous conseille de faire quand vous irez à Walt Disney World. Ensuite, on continue, j'ai beaucoup de choses à vous dire, hein. Donc j'essaie d'enchaîner, vous êtes beaucoup à me dire que je parle très vite dans mes vidéos, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et que si je ne fais pas comme ça, franchement, je fais des vidéos qui durent 50 minutes. C'est chaud quoi. J'essaye vraiment de vous en dire un maximum dans un minimum de temps. Allez, le deuxième parc qui a ouvert, c'est donc Epcot. Epcot, c'est clairement le parc qui est le moins bien compris, je pense, de la part des visiteurs, des gens qui ont envie d'aller à Walt Disney World ou des fans Disney. Voilà, c'est le parc qui nous laisse le plus perplexe parce que clairement, on n'est pas sur un parc qui est cohérent en fait. Parce que, bah voilà, quand tu vas à Magic Kingdom, c'est une formule que tu connais, c'est quelque chose que tu as vu à Disneyland Paris notamment. C'est un espèce de schéma classique. Mais Epcot, c'est très bizarre parce que tu as la moitié du parc qui est en version donc Future World où tu vas avoir justement des attractions qui explorent un petit peu le futur, la technologie, voilà, qui a un côté un peu pédagogique où ils sensibilisent les gens sur plein de choses, sur l'écologie, sur les technologies, etc. Et tu vas avoir le World Showcase, donc de l'autre côté du lac, où là, pour le coup, tu fais le tour des cultures du monde à travers différents pavillons, mexicains, norvégiens, américains, français, canadiens, etc. Et c'est une espèce de foire internationale, voilà, avec des restos, du merchandise, et potentiellement, peut-être, si t'as de la chance, une attraction ou un film en projection, voilà. Ça reste quand même très sympa à faire, mais c'est vrai qu'en termes d'explication, c'est pas forcément le plus simple à appréhender. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire les deux parties 2 jours différents, voilà, faire la partie Future World une journée et l'autre partie World Showcase une deuxième journée, et surtout qu'au World Showcase, t'as tous les stands de bouffe et de boissons et de cocktails, etc. Un petit surnom pour Epcot qui s'appelle Drinking Around the World. Alors ça te coûte un bras, mais en fait tu peux goûter des cocktails qui viennent du monde entier. Tu peux manger un truc canadien, enchaîner avec du japonais, tu te fais un petit goûter français, après tu te fais une tequila mexicaine, enfin voilà. C'est sympa, bon je pense que tu finis, t'as plus d'argent, t'as plus envie de manger, t'as plus envie de rien, mais... ça fait partie du folklore un petit peu de Epcot qui est aussi connu pour ça à Walt Disney World. Alors, on va se concentrer justement plutôt sur la partie Future World parce qu'on va dire que c'est la plus connue en termes d'attraction. C'est là-bas que vous allez retrouver le fameux Soarin', voilà, cette attraction qui vous permet de planer autour du monde, au-dessus du monde. En gros, vous embarquez dans un espèce de deltaplane et vous passez au-dessus de plein de paysages super connus, super beaux d'ailleurs, du monde entier. Vous allez passer au-dessus de l'océan, au-dessus des plaines africaines, au-dessus de la Tour Eiffel, etc. C'est franchement génial comme expérience, c'est à faire absolument quand vous êtes à Epcot. Vous allez aussi retrouver la prochaine attraction très bientôt des Gardiens de la Galaxie, ça sera là-bas.
À Future World, vous avez aussi Mission Space, que personnellement, moi, j'ai détesté, mais je sais que beaucoup de gens adorent cette attraction, mais il faut pas être claustro, en fait, quand tu vas là-bas. Je suis pas particulièrement claustro, mais là c'était prêt, quand même, tu vois, c'était un peu trop près, mais c'est... Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a quand même, tu vois, minimum 30 cm autour de moi. Bon, bah là, c'était pas le cas. Donc j'y retournerai pas, hein. Le Future World à Epcot, c'est là aussi que vous allez retrouver l'attraction Test Track. Alors Test Track, c'est cette attraction où t'embarques dans une voiture et du coup c'est une espèce de gros parcours de vitesse. C'est le système qui a été récupéré pour Cars Land à Disney California Adventure, donc à Anaheim. Donc c'est quand même un système assez particulier et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent cette attraction. Donc c'est à Future World à Epcot que vous allez pouvoir retrouver celle-ci. Epcot, c'est aussi le parc où vous allez pouvoir retrouver l'attraction Reine des Neiges à Walt Disney World, voilà celle qui a tant fait parler, Frozen Ever After. La rencontre aussi avec Anna Elsa, elle se fait à Epcot, au pavillon norvégien, donc juste à côté justement de l'attraction. Et tout ça, ça va se passer par contre du côté du World Showcase. Au niveau du World Showcase, c'est aussi là-bas que l'attraction Ratatouille va ouvrir là au mois d'octobre prochain, en 2021, et c'est également au pavillon anglais qu'on va retrouver prochainement une attraction sur Mary Poppins. Dernière chose pour Epcot, c'est dans la partie Future World que vous allez retrouver une attraction avec Figment. Pour ceux qui sont un petit peu dans l'univers Disney, Figment c'est ce petit dragon là que vous avez peut-être vu ça et là passer sur du merchandise ou des choses comme ça et qui représente à lui tout seul du coup le parc d'Epcot. Et Figment, vous allez pouvoir le retrouver dans l'attraction Journey into Imagination qui se trouve donc à Future World et qui va vous emmener dans un dark ride un peu rétro, voilà, faire le tour justement de vos sens et de l'imagination de chacun. Et c'est la petite musique un petit peu sympa, un peu connue aussi d'Epcot qui est toujours sympa à faire et surtout que cette attraction elle est quand même vraiment vieillissante, je sais pas combien de temps encore elle va survivre donc voilà, c'est le petit truc à faire. Moi perso j'aime beaucoup faire aussi Spaceship Earth, donc c'est l'attraction qui se passe justement dans l'espèce de grosse balle de golf qui sert de symbole à Epcot, mais là elle doit partir normalement en réhabilitation très prochainement pour une grosse mise à jour, ça va durer quelques années il me semble, je sais pas mais bon, si jamais c'est ouvert du coup quand vous y allez, franchement n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup. Troisième parc, Disney Hollywood Studios. Alors celui-là, c'est limite le plus petit parc en fait des 4 parcs à thème que vous allez retrouver à Walt Disney World. Et c'est le parc qui fait le plus parler de lui justement dernièrement parce que c'est là-bas qu'a ouvert le Star Wars Land que nous n'aurons probablement jamais à Paris. Voilà, c'est dit. Non mais parce que c'est bon, à un moment faut pas se leurrer, on nous parle plus jamais du truc, les concept art ont disparu, ça va quoi. Je veux dire, si ça c'est pas la preuve que Star Wars il est pas prêt d'arriver à Paris, je sais pas ce qu'il faut, hein. Disney Hollywood Studios, c'est là-bas que vous allez retrouver donc les attractions Star Wars, vous allez aussi bien sûr retrouver Star Tours, c'est là-bas qu'il y a Galaxy's Edge, donc tout le land Star Wars, voilà, on reviendra pas dessus, hein, mais tout le land Star Wars est là-bas, votre photo avec le Faucon Millennium, c'est là-bas qu'il faudra aller pour la faire. Après, au niveau des critiques, ça a pas forcément super bien marché parce que voilà, l'attraction principale, parce qu'il y en a deux, l'attraction est super difficile d'accès, ou en tout cas beaucoup de gens ont tendance à qualifier cet endroit-là de centre commercial géant thématisé Star Wars, donc en termes de retour sur investissement, je suis pas sûre qu'ils soient très contents. Peut-être pour ça qu'on l'a pas chez nous, en tout cas que c'est en train de disparaître. Mais bon, bref, c'est pas grave. Disney Hollywood Studios, c'est aussi là-bas que vous allez retrouver donc le spectacle Fantasmic. Fantasmic, c'est juste le spectacle mythique de Walt Disney World, le truc que t'es obligé de voir quand tu vas à Walt Disney World, parce que sinon, bah, faut que t'y retournes, parce que franchement, t'as loupé quelque chose. Et du coup, comme je vous l'ai dit, c'est aussi ce qu'on aurait dû avoir, nous, en termes justement de second parc basé sur le cinéma. Donc là-bas, vous allez pouvoir retrouver des attractions qui vous parleront beaucoup, à savoir la Twilight Zone Tower of Terror, mais aussi Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith, et d'autres attractions aussi basées sur le cinéma, dont la toute récente Mickey Runaway, voilà. Là-bas, vous allez retrouver aussi beaucoup de spectacles, beaucoup de personnages normalement, etc. La comédie musicale aussi de La Reine des Neiges, qui est très sympa d'ailleurs, très drôle, si vous parlez anglais, vous comprenez bien et tout, moi je l'ai trouvé très rigolote, voilà, j'ai passé un super moment. Et c'est également à Disney Hollywood Studios que vous allez pouvoir retrouver le Land Toy Story, donc Toy Story Land, avec plusieurs attractions, voilà, qui a ouvert, il a aussi il y a quelques années maintenant, il y a 1 an, 2 ans presque, aujourd'hui, avec Toy Story Mania, notamment le fameux Toy Story Mania, super connu et vraiment fun à faire. Donc ce sera là-bas qu'il faudra aller pour profiter de tout ça. Il y a un truc aussi qui est vraiment cool, que moi j'aime beaucoup, mais dont on n'entend pas trop parler justement, et qui se situe à Disney Hollywood Studios, c'est One Man's Dream, et en fait c'est une espèce d'expo permanente sur Walt Disney, voilà, et vous allez pouvoir retrouver certains trucs, des petites maquettes, c'est un espèce de mini-musée, franchement, sur Walt Disney, c'est super intéressant à faire, ça prend pas longtemps, hein, vous y passez, ça vous prend 10 minutes, un quart d'heure, même pas, et
c'est vraiment cool à faire, donc allez-y. Allez, quatrième parc et on terminera là-dessus, du coup Disney's Animal Kingdom. Alors Disney's Animal Kingdom, c'est le dernier parc qui a ouvert, il a ouvert en 1998. Donc moi j'aime beaucoup l'histoire d'Animal Kingdom parce qu'il faut savoir qu'il a été créé suite au succès justement d'un autre parc qui est aujourd'hui complètement, enfin d'un autre parc, ou en tout cas d'un autre endroit à Walt Disney World qui est complètement abandonné aujourd'hui. Il y a plein de vidéos sur ça sur YouTube, c'est fascinant. C'est Discovery Island, voilà. C'était vraiment une version miniature de ce qui finalement donnera naissance à Animal Kingdom. Et c'était une île où vous alliez pouvoir retrouver tout cet univers jungle, etc. avec des oiseaux, des animaux, etc. et toute une partie aussi un peu aquatique. Bon, bah du coup, ils ont arrêté ça, ça fonctionnait super bien, donc ils ont décidé d'ouvrir Disney's Animal Kingdom. Ce parc, il est fantastique. Franchement, c'est mon deuxième parc préféré à Walt Disney World, juste après Epcot, mais Epcot c'est parce que il y a une valeur sentimentale. J'en ai tellement rêvé de ce parc que du coup forcément c'est mon préféré. Mais Animal Kingdom, c'est là-bas que vous allez pouvoir retrouver le land Avatar. Le land Avatar, c'est justement toute la partie Pandora, etc. C'est superbe, de jour comme de nuit. Le land Avatar, comment vous dire, c'est une claque visuelle, c'est une claque à tous les niveaux. Et les deux attractions, alors moi j'ai eu la chance d'en faire une seule parce que Flight of Passage, comment vous dire, à l'époque quand j'y étais, fallait faire 3 heures, 3h30 d'attente, j'avais absolument pas la patience et j'avais pas eu mes fast pass. D'ailleurs on va parler des fast pass pour terminer la vidéo parce qu'il y a quand même 2-3 trucs qui sont très importants à savoir. Ce land Avatar, c'est une merveille et il faut absolument que vous y alliez de nuit aussi parce que comment vous dire, c'est magnifique et c'est pas du tout la même expérience sensorielle. Vraiment, je n'exagère pas, je suis pas dans le cliché, c'est vraiment ça. Animal Kingdom, c'est aussi là-bas que vous allez pouvoir retrouver des attractions comme Kilimanjaro Safari, c'est celle qu'on peut voir pour ceux qui ont regardé le reportage sur National Geographic qui se passe justement à Animal Kingdom. C'est l'attraction qu'on voit le plus souvent, celle qui passe justement dans la savane. C'est superbe, c'est vraiment un super bon moment, donc je vous conseille vraiment d'aller faire Kilimanjaro Safari, c'est génial. Tous les treks aussi, voilà, Gorilla Trail, etc. Ça c'est fantastique à faire. Évidemment, on peut pas parler d'Animal Kingdom sans parler d'Expédition Everest, voilà, qui est donc on va dire la montagne russe, ou en tout cas l'attraction à sensation un peu costaud d'Animal Kingdom avec le Yeti, etc. où vous allez faire une partie du parcours donc à l'endroit, puis un petit retour à l'envers aussi. Franchement, c'est vraiment très sympa comme attraction donc à faire. On peut pas non plus en parler sans parler de Kali River, c'est génial Kali River. Par contre, selon où vous êtes placé franchement dans le véhicule, potentiellement vous pouvez ressortir complètement trempé. Ça a été mon cas. Mais c'est des super souvenirs. Donc voilà, toutes ces attractions, vous allez pouvoir les retrouver là-bas. Et surtout, la star là-bas, c'est l'arbre, c'est The Tree of Life. Il est magnifique. Vous allez prendre le temps franchement d'admirer les sculptures qu'il y a sur cet arbre, elles sont superbes. Toute l'ambiance du parc est géniale. Moi, c'est le parc où j'adore aller, mais pas forcément pour faire des attractions, tu vois, parce qu'il est beau, il n'y a pas 1 cm² qui est moche là-bas. Donc rien que pour ça, franchement, ça vaut le détour, quoi. Et puis les restos et les snacks et tout, c'est... Allez, avant de vous laisser, j'ai quand même envie de vous parler juste rapidement de 2-3 choses qu'il faut savoir quand même si vous préparez un séjour à Walt Disney World, en l'occurrence le temps qu'il vous faut pour préparer. Je vous parlais des fast-pass justement il y a quelques minutes. Les fast-pass, c'est super important parce que le système est complètement différent de ce que nous, on a actuellement en France. Là-bas, si vous êtes résident d'un hôtel, si vous avez réservé un package avec un hôtel, quelle que soit d'ailleurs sa catégorie, que ce soit value, moderate, deluxe, etc., on s'en fout. Vous avez pris vos tickets. Tout ça, voilà, si vous avez fait ce package-là, vous avez donc votre Magic Band ou la version dématérialisée sur votre téléphone et vous allez pouvoir réserver vos fast-pass 60 jours avant. Voilà, si vous avez pris un autre hôtel, que vous avez pris vos tickets séparés d'un hôtel, vous avez pris n'importe quel hôtel, un Hilton ou que sais-je, voilà, qu'importe, là vous allez pouvoir réserver vos fast-pass sur votre compte My Disney Experience 30 jours avant. Et vous pouvez réserver jusqu'à 3 créneaux fast-pass par jour, sachant qu'une fois que vous êtes sur place, vous pouvez réserver un fast-pass supplémentaire. C'est quelque chose qui se prévoit vraiment à l'avance, pas du tout du last minute comme ça va être chez nous, où on arrive avec notre petit ticket, qu'on scanne et ça vous donne le créneau pour dans 4 heures et comme ça t'en as qu'un dans la journée. Là-bas, c'est complètement différent, du coup tu peux bénéficier jusqu'à 4 fast-pass par jour si tu t'organises bien jusqu'à 60 jours avant ta date d'arrivée ou en tout cas ta date de visite
sur le parc en question. Pour les restaurants, c'est pareil, il y a des restaurants qui sont super populaires. C'est hyper important de réserver votre restaurant très longtemps à l'avance, notamment si vous avez envie d'aller faire des restos qui sont particulièrement prisés, comme le Be Our Guest au Magic Kingdom. Donc le Be Our Guest, c'est le restaurant de La Belle et la Bête. Là, les restaurants, ils sont réservables jusqu'à 180 jours avant la date de votre réservation, donc avant la date où vous voulez aller au resto. Et franchement, sur certains restaurants, il faut vraiment être là 180 jours avant, limite à l'heure pile, parce que ton créneau il part super vite, c'est un truc de fou. Franchement, 180 jours à l'avance, c'est la base. Si vous voulez vraiment profiter du resto de vos rêves, il faut bien ça. Donc, comme je vous expliquais, c'est vraiment pas un séjour qu'on improvise. De toute façon, nous on a nos billets d'avion à prendre. Tu peux prendre voilà, ta réservation avant. Tu peux donner un acompte, tu peux payer en plusieurs fois, et donc tu peux surtout réserver tes fast-pass 60 jours avant et tes restos 180 jours avant. Donc en général, quand on planifie un séjour à Walt Disney World, on s'y prend minimum 6 mois à l'avance. Et encore, franchement, voilà quoi. Ça veut dire que t'as déjà tous tes sous. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à en savoir plus, à bien situer surtout Walt Disney World, à bien comprendre comment ça fonctionne et de quoi c'est composé. Parce que je pense que ça va clairement vous aider justement à bien appréhender mes prochaines vidéos au sujet de cette destination-là. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui est quoi et où, etc. Donc, encore une fois, si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce en l'air, c'est super important et ça me fait très plaisir. Je vous rappelle désormais que vous pouvez me regarder également sur Twitch en live, je suis là plusieurs fois par semaine, je vous remets le lien vers ma chaîne Twitch, là aussi en barre d'infos, venez me rejoindre là-bas pour des lives, vous allez voir c'est vraiment cool, on échange en direct et tout, c'est super sympa, il y a une très bonne ambiance, donc je vous attends également là-bas. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.